Vu que je sais que vous êtes gentil, vous ne direz rien, hein, que ce soit sur ma voix rauque de bon matin ou sur cette tronche à peine préparée ou encore mes cheveux qui décident de ne pas me respecter. Vous avez l'habitude, hein, mais enfin moi-même au bout de 24 ans je m'y fais toujours pas. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler bouquins, pour ne pas changer, mais je vais surtout vous donner mon avis sur quelques lectures qui sont présentes juste ici. Donc il y a 5 romans et une série graphique, tout du moins les 3 premiers tomes de cette saga. Ce sont des mangas, vous avez reconnu un petit peu le format, donc j'espère que dans cette vidéo ça va vous plaire. Il y a des livres sur lesquels vous attendiez mon retour notamment, donc j'espère que je vais pouvoir vous aiguiller quelque peu. Et sachez que j'en ai déjà 2 terminés pour un prochain update, donc c'est plutôt pas mal. Après j'espère avoir des souvenirs toujours frais et toujours bien, parce que le souci c'est que certaines de ces lectures datent du mois de septembre pendant mes vacances, donc il y a à peu près 2 mois. Donc c'est pas là où on va avoir le meilleur souvenir, au contraire vous aurez du coup un avis un petit peu plus tard à tête reposée et des fois c'est aussi intéressant. J'ai envie de commencer par vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Il s'agit du coup de L'année de grâce de Kim Liggett, publié aux éditions Casterman, que je remercie du coup pour cet envoi. On vit à une période où les jeunes filles de 16 ans doivent partir en exil pour ce que l'on appelle l'année de grâce. Déjà pourquoi, qu'est-ce que c'est? On comprend pas forcément. Et bien sachez que je vais vous donner quelques réponses. Tout d'abord, l'année de grâce c'est 1 an d'exil en forêt très loin. C'est seulement entre filles de 16 ans. Et pourquoi? Tout simplement parce que en fait ces jeunes femmes vont dégager, c'est ce qu'on dit tout du moins, vont dégager une certaine essence de leur peau qui vont rendre les hommes et les maris fous jusqu'à peut-être tromper leur femme, etc. etc. Donc on dit qu'il faut qu'elles se débarrassent de leur magie et pour ce faire elles doivent partir du coup 1 an en année de grâce. L'année de grâce on n'en parle jamais, c'est sujet tabou, même si vous voyez des personnes qui en reviennent vivantes puisque tout le monde n'en revient pas. Des fois elles ont des doigts ronds, des cicatrices, des bouts d'oreilles coupées, on ne sait absolument pas ce qui se passe là-bas, on voit juste les femmes qui en reviennent totalement changées, chamboulées et transformées. Donc autant vous dire que c'est quelque chose qui marque les esprits. Et notre jeune héroïne, eh bien elle ne se sent pas spécialement magique et va être l'une des premières à remettre en doute et en cause tout ça. Est-ce que c'est vraiment légitime? Est-ce qu'elles sont vraiment magiques? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose derrière tout ça? Enfin finalement, est-ce que c'est vraiment le problème de la chose? Leur pouvoir, leur essence magique? Si ça existe. C'est clairement un roman porté sur le féminisme, sur la femme, sur le pouvoir de la femme, etc. On vit vraiment un petit peu comme dans une secte, un truc très clos, très particulier. Vous avez un petit village où dans ce petit village vous avez des hommes et des femmes. Les femmes sont soit mères au foyer, soit elles font des travaux qui sont totalement disgracieux et pas corrects pour une femme. Mais c'est pas grave, elles n'ont pas trouvé d'époux, donc elles ne font que ça, tout simplement. Puisqu'en fait on ne choisit absolument pas qui on épouse ou non, hein, dans cette société. Puisqu'en fait en réalité quand vous partez à votre année de grâce, à votre 16e anniversaire du coup, et vous avez avant une cérémonie avec des rubans. Et il faut savoir que les personnes qui sont célibataires encore, donc les hommes notamment, puisque là-dedans il n'y a vraiment que des relations hétérosexuelles, et ils peuvent choisir leur femme, et si elle revient de son année de grâce, ce sera du coup son épouse. Sauf que les femmes n'ont pas le choix, donc même si c'est un vieux crouton défraîchi qui décide d'en faire sa femme son mari, et tant pis, tu n'as pas le choix ma blucette, tu l'épouses et tu te tais. Voilà, c'est ce genre de société totalement patriarcale. Croyez-moi, il n'y a plus une chose qui m'a énervée dans ce roman à cause de cette société, à cause du pouvoir et de la place de la femme. Enfin, c'est à des années-lumière de ce qu'on essaye de revendiquer et la situation dans laquelle on vit actuellement. Et ça, c'est assez frustrant quand on est derrière, on se dit mais comment tu peux penser des choses comme ça? C'est pas possible, réveille-toi quoi, je sais pas, fais quelque chose. Des fois, je m'excitais toute seule derrière ma lecture, je vous jure, c'était quelque chose. Et dedans ensuite, Tierney. Tierney du coup, ça va être son 16e anniversaire, donc elle va devoir partir en année de grâce. Et on va suivre son année de grâce, son évolution là-bas, etc. etc. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Alors soit c'est vrai, on ne sait pas si on revient vivant forcément, il y a tout un mystère quand même sur cette année de grâce qui est évoqué dans la 4e de couverture, mais enfin je m'attendais pas à tout ça. J'ai été agréablement surprise. C'est vrai qu'au début la mise en place est assez longue. On va expliquer comment fonctionne le village, comment fonctionne cette société patriarcale, et on va expliquer comment fonctionne aussi cette année de grâce une fois sur place dans cet espace où ils vont vivre durant une année complète. Vous allez me dire jusque là que vivre une année en exil, enfin on se débrouille, hein, on cultive un petit peu la terre, on essaye de trouver des fruits, des légumes, on prend de l'eau de source, de l'eau qui tombe du coup de l'eau de la pluie, etc. Enfin on se dit qu'il y a beaucoup de solutions et que finalement pourquoi est-ce qu'il y a autant de bagarres, autant de brahuges autour de tout ça. Et puis on se rend compte que il y a beaucoup de choses, voilà, c'est pas si simple que ça. 1 an, on peut devenir fou, on peut avoir vraiment des pensées sournoises, il y a peut-être des choses qui font que notre cerveau ne réfléchit plus correctement. À côté de ça, vous avez peut-être des personnes extérieures aussi qui essayent d'attenter à votre vie. Enfin, vous avez vraiment beaucoup
de choses qui vont peser dans la balance pour vraiment pourrir cette année de grâce très clairement et faire que des personnes ne vont malheureusement pas en revenir. Même si comme je vous l'ai dit avec quelques lenteurs, moi je les ai pas vues. Je comprends que ça puisse gêner certains, je comprends que certaines personnes peuvent le voir et se sentir vraiment mal à l'aise face à cela, mais non, moi non, pas du tout, c'était juste incroyable, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré suivre Tierney, son histoire, sa fin surtout, enfin non mais la fin je pensais pas du tout à ça, très clairement, quand vous êtes en plein milieu du récit, vous ne pensez vraiment pas qu'il va se passer ça, et pourtant les rebondissements, les révélations etc sont incroyables, j'ai trouvé ça incroyable. L'année de grâce au début comme je vous dis, c'est un petit peu long histoire d'expliquer et compagnie, mais une fois qu'elles sont ancrées dans leur année de grâce et qu'il y a des choses qui commencent vraiment à arriver, à se propager, c'est extraordinaire. La plume de Kimmy Jet est extrêmement facile de compréhension et très facile à lire, donc ça c'est totalement agréable. Vous pouvez le lire à n'importe quel moment de la journée, même comme j'aime le dire, la tête dans le trou-fignon, ce n'est absolument pas gênant. Et c'est vraiment un espèce de page turner, c'est-à-dire que vous allez dévorer les pages et les pages et les pages sans vous rendre compte. Il se lit tout seul et ça on peut que dire que c'est fort agréable. Je vous propose de continuer avec un récit signé Flora Boukri. Il s'agit notamment de L'autre côté du mythe de Ariadne, publié aux éditions Gulfstream, qui encore une fois je remercie du coup pour cet envoi. Je pense que vous êtes un petit peu tous familiers justement avec le côté mythologie grecque et notamment l'histoire de Théseus, mais il faut savoir que l'histoire de Théseus, eh bien il y a Ariadne dedans, et même si Ariadne finalement c'est très vite, c'est ceci, c'est cela, c'est carré, il n'y a pas d'angle, enfin on sait exactement où on met les pieds, et bien finalement l'histoire n'est peut-être pas celle qu'on raconte, elle n'est peut-être uniquement celle du point de vue de Théseus, et on va découvrir l'histoire du coup du point de vue de Ariadne. C'est un petit roman de 200 pages qui se dévore. Il est vrai que je n'avais plus trop en tête l'histoire de Théseus justement, et c'est vrai que j'ai réussi à m'y plonger sans mal, c'était super agréable. Vous avez beaucoup de vocabulaire utilisé dans la grecque antique qui est justement répertorié, et ça je trouve ça super intéressant. On sent que l'autrice a fait vraiment un travail derrière, il y a énormément de recherche, et en plus c'est pas des mots qu'elle nous balance comme ça, ils sont tous justifiés dans un glossaire à la fin, et ça c'est vrai que c'est totalement immersif, on a l'impression de se croire tout de suite dans cette époque, dans ce pays, et ça franchement on y arrive ou on n'y arrive pas, et Flora elle a très bien réussi son coup là-dessus. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je sais pas s'il y aura d'autres livres dans le style de L'autre côté du mythe sur d'autres personnages, ça pourrait être vraiment intéressant. Je sais que je vous dis souvent que je suis très mythologie grecque et égyptienne, un petit peu moins nordique, et ce roman m'a fait beaucoup de bien. C'est encore une fois un page turner, il se lit très facilement, on prend très vite part à l'histoire, à la plume de l'autrice qui vraiment reflète bien la chose. Il est très facile de compréhension et il est destiné à un public plutôt jeune, c'est pas vraiment de la jeunesse, c'est plus du young adulte, donc un public plutôt adolescent dirons-nous, et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose à glisser. Il peut être notamment super intéressant je trouve à travailler à l'école parce que on revisite un petit peu l'histoire, c'est pas un copier-coller, c'est un autre point de vue, et finalement des fois ça fait du bien parce que entendre toujours la même chose et l'homme était super badass et la femme a été son soutien, enfin ça va bien 2 secondes hein. Finalement les femmes dans quasiment toutes les histoires qui sont contées ne sont là que pour accompagner, que pour épauler, et ce qu'on ne sait pas c'est que la plupart du temps c'est elles justement qui ont fait le plus gros du boulot et c'est les hommes qui en tirent les lauriers. Non mais oui, je le dis haut et fort. Je vais m'attarder un petit peu moins sur ce livre du coup comme vous l'avez constaté, mais c'est vrai qu'il faut le découvrir. Voilà, c'est vraiment l'histoire mythologique de Théséus avec Ariadne revisitée, vue d'un autre point de vue, et j'ai totalement accroché, adhéré, je ne peux que vous envoyer du coup vers ce petit roman. On en parle d'ailleurs du travail éditorial absolument magnifique qu'a fourni Gulfstream pour ce roman, enfin vous avez des dorures de partout, il est super beau, même la 4ème de couverture est des dorures, enfin incroyable, incroyable. Je vous embarque pour un livre tant attendu, tout du moins sa traduction française était attendue comme le Messie. Il s'agit du premier tome du Prince Cruel de Holly Black et c'est signé les éditions Rajo. Dans cette histoire, on va suivre 2 frangines, Jude et sa frangine dont je n'ai plus le nom en tête, mais c'est pas grave, vous allez tout de même bien comprendre mon histoire. Et il faut savoir que ces 2 demoiselles vivent sur Terre comme vous et moi, sauf que la sœur de Jude n'est pas une terrienne finalement, elle est une faille. Et un jour le père de cette demoiselle vient les chercher en faisant tout un joli massacre au passage, et du coup décide de ramener la sœur de Jude ainsi que Jude à Terrafae, donc la ville, tout du moins le royaume où prospèrent les Fae. Donc les sœurs pour s'en sortir dans ce nouveau peuple, dans cette nouvelle vie, vont devoir s'accoutumer justement de toutes les coutumes qui sont présentes, de tout ce qui est combat à l'épée, toutes les malices, toutes les fourberies. Il y a énormément à apprendre pour pouvoir s'en sortir et se défendre, sauf qu'un jour Jude va s'attirer les foudres de quelqu'un qu'elle devrait peut-être éviter, puisqu'il s'agit du prince Cardan, donc le prince dit cruel dans ce roman.
et c'était pas la bonne personne à avoir à son dos, à ne pas être ami, enfin voilà, elle s'est fait un ennemi dont il aurait peut-être fallu ne pas avoir, mais en même temps, vu la pourriture que c'est, on peut pas être ami avec lui non plus. Hein. Je m'arrêterai là du coup pour le récit, tout du moins pour le résumé de ce roman. J'espère qu'il a été clair parce que j'avais envie de vous dire tellement de choses, mais on se dit qu'il ne faut pas spoiler du coup les futurs lecteurs, donc on se retient tout simplement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien on était à ça du coup de cœur, à ça, à ça, à ça. J'ai cru comprendre que l'histoire, tout du moins le roman et la saga étaient de mieux en mieux. Donc si j'étais à ça du coup de cœur du tome 1, je pense que du coup ça va venir par la suite. Et c'est pour ça que je suis trop impatiente que Rajo nous traduise le tome suivant. C'est une trilogie si vous l'ignorez, donc ça va aller assez vite, à mon plus grand regret. Voilà. Mais c'est vrai que les choses que j'ai entendues en termes de reproches concernant le prince cruel, il y en a une qui est peut-être légitime mais qui moi m'a pas choquée, donc je préfère vous prévenir. Quand on dit prince cruel, est-ce que vous attendez à un prince qui va arracher des membres, qui va être horrible, qui va vous faire saigner, etc. etc. Non, c'est pas cruel dans ce sens-là. C'est cruel plutôt psychologique, c'est pas de la barbarie. C'est ça qu'il faut savoir. C'est quand même un livre destiné à un public young adulte, pardon. Donc forcément, faut que ce soit pesé. Si c'était de la sanglerie, de la barbarie, avec vraiment des termes choquants, ce serait classé adulte, très clairement. Ce serait du coup pas du tout dans cette maison d'édition. Et c'est vrai que voilà, ça faut bien l'avoir en tête. Ne vous attendez pas à ce genre de choses, vous n'en aurez pas. Par contre, le prince est-il cruel? Oui, il l'est, mais pas de cette manière. Et du coup je trouve que c'est bien pire parce que quand c'est sanguinaire, et bien c'est sanguinaire et puis c'est tout quoi, on passe au suite de l'histoire. Alors que quand c'est une torture qui est nettement plus psychologique, et bien je trouve que c'est une des tortures les pires qui soient puisque c'est sur le long terme. Et là on peut pas y échapper très clairement. Donc j'espère que vous allez découvrir ce roman parce que je vous dis il a frôlé le coup de cœur. Qu'est-ce qui m'a gêné du coup très clairement? Moi ce qui m'a plus peut-être un petit peu piqué, c'est le personnage de Jude. Jude qui est du coup l'humaine vivant à Terra Fae, comparément à sa sœur qui est une Fae, et bien elle m'a gênée. Vraiment j'ai du mal à accrocher avec Jude, elle est tellement à des années-lumière de nous, c'est-à-dire que je sais pas, elle arrive dans un nouvel endroit et plutôt que de haïr tout le monde etc, elle va vouloir essayer d'apprendre les coutumes et essayer de se sentir bien jusqu'à devenir une des meilleures justement de Terra Fae avec l'épée, essayer de trouver une place très importante. Enfin moi si j'arrive dans un endroit qui est pour responsable de la perte de mes parents, mais non, je vais le haïr toute ma vie et je vais essayer de partir au plus vite, je vais pas essayer de devenir une des plus fortes de ce monde, enfin qu'est-ce que ça va m'apporter? Et en ça j'avais énormément de mal à comprendre Jude et à me voir au travers d'elle, à travers de ses yeux, et c'est vrai que c'est assez bloquant quand on a du mal à se reconnaître dans un personnage principal. On est plus là en reculons à regarder ce qui se passe que plutôt à vivre pleinement l'histoire, et c'est ça au début qui m'a clairement gênée. Même si par la suite j'arrive à la comprendre davantage, bien que je ne sois pas du tout d'accord avec sa décision finale, mais ça nous passerons, on verra la suite dans le tome 2. Mais c'est vrai que du coup Jude m'a posé quelques petits soucis dans cette entrée, dans cette trilogie, et je tenais à le souligner parce que ça peut peut-être vous arriver aussi, mais il n'empêche que du coup la plume de Holly Black est trop bien. C'est vraiment un page turner encore une fois, j'ai mangé en 2 jours, je fais bah tiens il est déjà fini, alors que pourtant c'est pas du tout le rythme de lecture que j'ai habituellement, mais là j'ai vraiment dévoré, c'était très dur pour moi de le lâcher. Et le plus dur c'est que la suite n'est pas encore traduite, évidemment. On continue avec un livre auto-édité, il s'agit du coup des Reflets de Rosaline et c'est signé Marie Rosa que je remercie du coup pour son envoi. Dans cette histoire on va donc suivre Rose Durand. Rose Durand a oublié tout de sa vie, elle a été retrouvée près d'un fleuve et ne sait même plus utiliser un four à micro-ondes, enfin c'est catastrophique, elle ne sait plus rien faire, elle a tout oublié de son existence et du savoir-vivre et du savoir-faire, donc elle est un petit peu particulière comme personnage puisqu'elle a du mal vraiment à comprendre les émotions, à les exprimer. C'est comme si c'était un petit enfant auquel on devait apprendre la vie mais avec un esprit d'adulte et un esprit tourmenté, puisque on apprend par la suite, je ne vous dis pas le pourquoi du comment, qu'il y a un compte à rebours avant que Rose ne devienne une créature démoniaque. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet puisque c'est en ça que j'ai apprécié l'histoire, c'était toute cette découverte de l'univers de Rose, du côté plutôt fantastique du récit. Ça j'ai grandement apprécié. La plume de Marie Rosa était assez facile de compréhension pour le coup, ça ne m'a pas absolument gênée. C'est vrai qu'il y avait des passages où par contre j'avais du mal à me sentir vraiment en connexion avec Rose, mais je pense que c'est normal puisque comme je viens de le signaler, elle est perdue, elle ne sait pas qui elle est et elle a une manière de raisonner comme quelqu'un à qui on essaye d'apprendre la vie, et c'est vrai que c'était très dur de se transposer justement au travers de ce personnage, mais à côté les personnages qui rentrent dans l'histoire, le côté vraiment fantastique, ça j'ai aimé, ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite vous avez toute la partie plutôt révélation un petit peu plus tard.
j'avais deviné les 3/4. Donc c'est vrai que le plus gros du truc, je l'avais vu venir. Et ça c'était un petit peu dommage parce que ça aurait dû être une révélation très importante, une révélation clé. Mais je l'ai vu venir et pourtant je suis pas quelqu'un qui va chercher justement à trouver ces informations, sauf si c'est un thriller parce que c'est un petit peu le but, nous sommes bien d'accord. Mais quand on dit qu'on ne sait pas qui est Rose, et bien finalement je vais essayer de piocher à droite à gauche les informations et quand vous trouvez la réponse, bah finalement quand on vous le dit, bah oui, je le savais quoi. Donc en ça c'est un petit peu dommage et si je me souviens bien, j'ai trouvé que la fin était un petit peu... me correspondait un petit peu moins. Il y avait une partie assez poétique et une partie peut-être un petit peu trop facile de ce combat final. C'était assez dommage parce que c'est vrai que le gros méchant de l'histoire, il y a vraiment un côté énigmatique autour de lui, un côté pesant où on se dit que vraiment il va être badass, le combat final, enfin ça va être quelque chose quoi. Et finalement le combat final est assez rapide. C'est un livre qui fait 330 pages et peut-être que le combat final, je sais plus de tête, hein, mais en 50 pages je l'ai peut-être bouclé. Et c'est dommage, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment dommage parce que c'était quelqu'un de badass, c'était quelqu'un, ce méchant, enfin vous avez vraiment envie de voir jusqu'où elle est son côté machiavélique. Oui oui, ouais, je suis ce genre de femme, voilà. Si vous savez que c'est un méchant, il doit l'être jusqu'au bout, hein. Pas un faux méchant bidule, non, vu comment il est présenté, c'est un méchant de A à Z. Et c'est vrai qu'en ça c'était un petit peu dommage. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce côté où Rose ne sait plus qui elle est et où elle est entourée de personnes qui ne sont clairement pas humaines mais qu'elle ne le sait pas et que vous avez toutes sortes de personnes. Toutes sortes. Je ne dirais pas les sortes, mais vraiment il y a à boire et à manger dans ce genre de personnages issus d'un monde fantastique. Et ça j'ai apprécié, j'ai trouvé que c'était quand même bien mariné, c'était des bonnes pincées qui ont été choisies de la part de Marie. Mais du coup c'est vrai que j'étais un petit peu le cul entre des chaises comme on dit et c'est pour ça que je tiens à le souligner, mais en attendant j'ai quand même passé un bon moment dans ma lecture. Comme je l'ai dit à Marie, c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose qui va perdurer dans mon esprit dans le temps. Là j'ai encore des bribes d'informations mais comme je vous dis j'ai déjà du mal à me souvenir totalement de la fin. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que quand je l'ai lu, j'ai apprécié ce que j'ai lu et au total, au final, oui, j'ai apprécié, même s'il y a des points noirs, ça peut arriver, et de toute façon quand c'est des livres auto-édités, de manière générale, je trouve qu'on doit être plus clément et je trouve ça totalement normal. C'est vraiment le travail d'une personne, vous n'avez pas une maison d'édition qui va tout vous reformuler, qui va tout vous refaire derrière, et je trouve que ces personnes-là sont davantage méritantes et c'est pour ça que je tiens à le souligner. Petite pause avant un énorme coup de cœur, j'ai envie de vous parler du coup manga et notamment des 3 premiers tomes d'une saga que j'ai découvert récemment, à savoir La Petite Faiseuse de Livres. C'est signé Miyakazuki Suzuka et Yushina et c'est publié aux éditions Ototo. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme étudiante qui est passionnée de livres à tel point que finalement elle va mourir écrasée sous une pile de livres qui va lui tomber dessus et elle va se réveiller en incarnant ce petit personnage absolument beaucoup trop mignon qui se prénomme Maine dans un autre univers. Sauf que c'est un univers où les livres n'existent pas, l'écriture, la lecture, enfin tout ce qui passionne notre héroïne n'existe pas et quand elle essaye de prononcer ces mots, en fait ça donne des sons vraiment totalement incongrue pour les autres, elle n'arrive pas à se faire comprendre et en plus de ça elle incarne une petite fille qui est malade, qui a des problèmes de santé, qui est vraiment très fragile là-dessus et c'est un poids en plus quand on est toute petite comme 3 pouces, rien que pour attendre les clenches, et bien ça c'est tout un art. L'objectif de ce récit ce n'est pas seulement de suivre Maine dans ses aventures, c'est surtout de suivre Maine dans sa quête de créer des livres et des histoires et d'en écrire. Sauf que comment créer des livres quand on est une si petite fille, et en fait elle va retracer quelque part toute l'histoire des livres, toute l'histoire de l'écriture en essayant divers moyens pour en créer, que ce soit des parchemins, que ce soit vraiment, vous allez pouvoir essayer énormément de choses et je trouve ça super intéressant tout ce travail qui a été fait sur l'écriture de manière générale et sur le papier, le format qu'on puisse utiliser pour écrire. J'ai trouvé que c'était des recherches très bien poussées et c'était très intelligent de la part de la mangaka, je crois que c'est une femme, mais je suis pas sûre. Oui, Miya, ça doit être une femme. Les designs sont vraiment tout doux, c'est super réconfortant, c'est du kawaii à 200% et on a envie de tirer les petites joujoux des personnages genre oh elle était trop mignonne. Enfin moi j'ai très envie. Les 3 tomes que je tiens, je ne les ai absolument pas vus passer, en une demi-heure chacun était plié et c'était mon plus grand regret, c'est que je n'avais pas le tome 4 sous la main. Le tome 4 est sorti dès à présent, je ne sais pas combien il y a de tomes dans cette saga mais je trouve ça tellement prenant, tellement intéressant, je peux que vous dire d'aller la lire, enfin tout est super bien, l'histoire alors que ce soit du récit ou tout du moins l'histoire sur l'écriture et le papier. La petite fille Maine est vraiment adorable, que ce soit par son esprit de l'ancienne étudiante ou par sa petite personnalité, ce petit bout en train super intelligent qui sait faire plein de trucs que d'autres personnes ne savent pas faire. Et bien j'ai trouvé que ça donnait du piquant au récit et c'était totalement appréciable.
Enfin, j'ai été mordue par cette saga et j'attends le tome 4 avec grande impatience qui va bientôt rejoindre ma pile à lire, j'imagine. Est-ce que vous êtes prêts à passer à mon coup de cœur de cette update lecture? Et je suis ravie de pouvoir vous parler de ma lecture chouchoute de cet été. Il s'agit du coup de Rose éternelle de Ophélie Duchemin et c'est publié aux éditions Plume Blanche. Je me doute que vous attendez à un résumé de cette histoire et je n'en ferai pas, tout simplement puisqu'en fait c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Pas de La Belle et la Bête de Disney, vraiment La Belle et la Bête, le conte original, celui-là un petit peu plus dark je dirais, et je trouve qu'il a été extrêmement bien transposé dans ce récit avec beaucoup de choses supplémentaires. Il était incroyable, que ce soit notre héroïne qui a ce côté très badass, très courageuse, mais qui est aussi très touchante, très sincère, et on voit qu'elle est humaine, ce n'est pas un robot très clairement, et ça c'est appréciable. Elle est bien sûr différente de toutes les autres, hein, n'oublions pas que c'est Belle, alors elle ne s'appelle pas Belle dans ce récit, mais il s'agit du coup de Belle. Et bien sûr qu'elle est à part, bien sûr qu'elle a ce truc un petit peu particulier que les autres n'ont pas, que sa sœur n'arrive même pas à comprendre. Elle a des années-lumière de ce qu'une femme est censée aimer, une femme est censée faire, mais pour elle c'est normal, enfin elle se pose pas de questions. Et à côté de ça vous avez une fameuse bête évidemment, et cette bête a une histoire incroyable. Incroyable, je vous assure que la bête de Disney à côté, et j'ai beau aimer le Disney de tout mon cœur, c'est un de mes préférés, c'est du pipi de chameau. C'est du pipi de chameau, la complexité ici de la bête, son récit, son passé, mais qu'est-ce que c'est recherché? Qu'est-ce que c'est recherché? Qu'est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que c'est bien trouvé? Bien présenté? Mais c'était... Oh là mais je l'ai bu, j'ai pleuré, oh là là, c'était vraiment un cauchemar de le reposer. Je l'ai lu en 2 jours, il fait à peu près 500 pages et c'était horrible. Je l'ai lu en vacances et dès que j'avais un instant même sur la plage, quand chéri il allait décider de se baigner, enfin je l'ouvrais, si je pouvais lire que 30 pages c'est pas grave, je lisais 30 pages mais il fallait que j'avance, j'avais besoin de continuer cette aventure. Et quelle aventure, vraiment, j'ai trouvé incroyable. C'est vrai qu'on a toujours du mal parfois à aller vers des réécritures de contes parce que ce sont des contes que l'on chérit et on a peur de la manière dont ça a été transposé et utilisé, mais là Ophélie Duchemin elle a fait un travail incroyable, incroyable vraiment. D'après ce que j'ai compris, il y aurait peut-être quelque chose encore autour de ça à venir, pas en 2021, je crois que c'était en 2022 qu'il l'avait annoncé. Quand j'en ai parlé, j'ai eu ce petit message de la part de l'autrice, donc j'ai fait oh putain si c'est ça, c'est trop bien, voilà. C'est très clairement le genre de livre que je me vois relire par la suite. Pourtant vous savez que je suis pas quelqu'un qui fait vraiment des relectures, mais alors celui-là, c'est celui-là. Donc comment vous dire qu'en ce moment avec moi l'édition Plume Blanche est en train de faire un carton plein, vraiment. Et quand je me dis que j'ai encore un livre dans ma pile à lire de chez eux, mais je crains qu'ils n'y fassent pas long feu et que du coup très prochainement il y ait d'autres compatriotes qui décident de migrer petit à petit dans ma bibliothèque. Ce serait très étrange tout de même, mais je crois que ce serait compréhensif. Compréhensible, si on sait plus parler, ça va être compliqué. Je pense avoir fait le tour avec ce roman, mais je tenais quand même à vous souligner que Ophélie Duchemin a une plume extraordinairement belle. Elle est très poétique, elle se perd pas en description, elle va à l'essentiel et en même temps elle arrive à vous toucher profondément, à vous émouvoir. Enfin moi j'ai été émue. J'ai été émue sur pas mal de scènes, j'ai versé mes larmes. Je l'ai lu jusque tard dans la nuit, il était 1 h du matin je crois, et quand je suis partie me coucher, enfin j'étais en larmes. Attention, je dis pas que c'est une fin triste, mais en fait beaucoup de choses m'ont touchée et c'était très dur pour moi de quitter cet univers, enfin j'ai pas aimé le quitter. Donc dès le lendemain en fait j'ai sauté sur un autre livre justement pour pouvoir essayer de ne pas rester coincée avec celui-ci parce que ça aurait été très clairement le genre de livre qui m'aurait fait une panne de lecture dans la mesure où il était tellement incroyable que passer à autre chose me paraissait inenvisageable en fait. Et du coup j'ai décidé de faire comme beaucoup disent, et bien de remonter tout de suite en selle parce que sinon on n'arrive pas à remonter et ça peut prendre beaucoup de temps. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je tiens à m'excuser parce que je trouve que j'ai beaucoup cherché mes mots aujourd'hui, j'ai assez cafouillé. Mais bon, c'est pas grave, je crois que tourner le matin c'est pas du tout mon truc. Je suis pas du tout quelqu'un du matin et je pense que du coup je le ressens dans cette vidéo, j'espère tout du moins que ça ne vous aura pas trop gêné. N'hésitez pas à me dire sur tout ce que j'ai lu, s'il y en a certains que vous avez lu, hein, je pense très clairement que vous allez me dire oui pour Le Prince Cruel, voire L'Année de Grâce qui sont les plus connus de cette pile que je viens de lire. Mais néanmoins je serais ravie que vous me dites s'il y en a d'autres qui vous tentent parmi ce que je viens de vous proposer. Je serais très curieuse vraiment, j'aime bien savoir vers où vous avez envie d'aller et quand je vois après notamment sur Instagram qu'il y a beaucoup de livres
que vous lisez grâce à moi et que derrière j'ai des retours genre tellement positifs sur ces lectures, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente, ça me fait un bien fou. Donc je vous mets tous les liens en barre d'informations, donc ce sont des liens Amazon. Ça ne veut pas dire que vous devez acheter via Amazon, c'est juste qu'en cliquant dessus, du coup vous avez toutes les informations concernant le livre, l'auteur, la maison d'édition, quand est-ce qu'il a été publié, etc., etc. Bien sûr, si vous cliquez et que vous achetez via mes liens, oui, je vais avoir une petite contribution de la part d'Amazon, mais vous avez aussi du coup les liens des maisons d'édition, notamment tout ce qui va être plutôt les librairies indépendantes, pardon. Et là vous avez aussi le lien en barre d'informations, vous faites comme vous voulez, vous privilégiez les indépendants, vraiment, vous êtes libre, je vous oblige à rien, je préférais le préciser. Et du coup moi je m'en vais, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, du moins dimanche prochain, ça risque d'être encore un book haul. Je sais que vous en avez eu un la semaine dernière, mais en fait il était tourné il y a un mois et c'était notamment un book haul graphique. Et là, en non graphique, j'ai tellement de livres à vous présenter entre mes réceptions et mes craquages massifs. Voilà, on va pas se refaire. Je vous laisse les Kimichou, je vous souhaite une excellente journée. Profitez de ce jour férié pour rester tranquillement à la maison. De toute façon, on n'a pas trop le choix, mais ce n'est pas grave. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.